Là, on va essayer de faire le tour des 4 groupes d'instructions. Nous allons détailler en particulier quelques instructions les plus couramment utilisées. Nous allons commencer par les instructions de transfert. L'instruction move, par exemple, c'est l'instruction qui fait le déplacement du contenu d'une source vers une destination. Sa syntaxe, c'est move, destination, virgule, source. Par exemple, nous avons move AL, 21. Cette instruction va transférer la valeur 21 dans le registre AL. Ça, c'est un adressage immédiat. Move AX BX, c'est un cas d'adressage d'un registre. Le contenu du registre BX est transféré dans le registre AX. Move BL entre crochets 200, le contenu de la case mémoire 200 est transféré dans le registre BL. C'est un adressage direct. Move AH, BX plus SI plus 100, le tout entre crochets. Ça, c'est un adressage basé indexé avec déplacement. La case mémoire qui a pour adresse le contenu de BX plus le contenu de SI plus 100. Le contenu de cette case mémoire-là va être transféré dans le registre AH. Ensuite, il y a l'instruction exchange. Elle permet tout simplement de faire la permutation entre la source et la destination. Les instructions d'entrée-sortie sont les instructions in et out. Dans le 80-86, il y a la zone d'adresse entre 0 et 4F en hexadécimal, donc 64 kilo-octets. Ces adresses-là sont communes à la mémoire centrale et au port d'entrée-sortie. Alors, lorsqu'on veut utiliser ou bien accéder à la mémoire centrale, on doit utiliser l'instruction move. Et lorsqu'on veut accéder aux entrées-sorties, à l'espace des entrées-sorties, on doit utiliser les instructions in et out. Au niveau hardware, l'instruction move va mettre la ligne MIO bar à 1. Les instructions in et out vont mettre cette ligne MIO bar à 0. In s'écrit in destination, virgule, port. Ici, port, c'est tout simplement l'adresse du port d'entrée-sortie ou bien précisément l'adresse du port d'entrée. Par exemple, on peut écrire in ALDX et ici, il faut charger au préalable l'adresse du port dans le registre DX. De la même manière, l'instruction out, l'instruction de sortie, s'écrit out, port et source. Donc ici, par exemple, out DX AL, cette instruction va sortir la valeur contenue dans AL vers un port d'entrée-sortie dont l'adresse est contenue dans le registre DX. Il y a aussi les instructions de manipulation de la pile. Alors, nous avons vu auparavant que la pile était une zone mémoire destinée à sauvegarder momentanément des données. La pile fonctionne en mode LIFO, last in, first out. Le premier qui est, le dernier à être entré en quelque sorte, va être le premier à sortir. Les instructions qui permettent d'écrire sur la pile ou de lire à partir de la pile sont push et pop. Push permet d'empiler, pop permet de dépiler. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à l'instruction move, les instructions push et pop? Push, c'est une instruction qui est pressée ou bien qui consiste dans un premier temps à pré-décrémenter le registre SP et ensuite elle écrit sur la pile. Et de la même manière, l'instruction pop va lire à partir de la pile
et ensuite elle va incrémenter le registre SP. Alors, on va essayer de voir dans un exemple le fonctionnement de la pile. On suppose qu'initialement le pointeur de pile SP égale à 200. Donc il va pointer, comme nous le voyons ici, il va pointer une case mémoire qui a pour déplacement 200 par rapport au segment de pile. Le fait d'utiliser l'instruction par exemple push AX, l'instruction push AX, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire dans un premier temps, elle va décrémenter de 2 la valeur de SP. Donc SP qui était à 200 va avoir la valeur 0,1FE. Ensuite, elle va sauvegarder la valeur de AX. Si l'on veut utiliser ou bien si l'on veut empiler une autre valeur, le même fonctionnement va être opéré. Il va y avoir pré-décrémentation du registre SP. Par exemple, si l'on veut faire push BX après avoir fait push AX, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir SP qui va prendre la valeur 0,1FE-2, donc c'est 0,1FC, et ensuite il va y avoir écriture de la valeur de BX sur la pile. Donc en quelque sorte, on va avoir des données l'une sur les autres, d'où le nom de pile. En inverse, donc dans le cas d'une lecture à partir de la pile, ce qui va sortir en premier, c'est la valeur qui a été écrite en dernier, donc à cause du fonctionnement en mode LIFO. Par exemple, le cas où on avait inscrit le contenu de AX dans la pile, donc SP était à 0,1FE, le fait d'utiliser pop AX, qu'est-ce qu'on va avoir? Le contenu qui était au niveau de la pile va être lu, ensuite déplacé dans le registre AX et après SP va être incrémenté de 2. Donc il était à 0,1FE, on va lui ajouter, ou bien le microprocesseur va lui ajouter automatiquement la valeur de 2. Donc SP va devenir égal à 200. Parmi les instructions arithmétiques, nous avons l'addition. Donc elle est toute simple. Pour faire une addition, il faut écrire add, par exemple, AL, BL. Cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire l'addition entre le contenu de AL plus le contenu de BL. Le résultat va être transféré dans la destination qui est AL. De même, l'instruction de soustraction s'écrit SAB, donc SAB pour subtract, SAB BX, virgule, AX par exemple. Donc là, BX va recevoir la valeur de BX moins la valeur de AX. L'instruction de multiplication entière non signée, c'est mul. Alors mul, on spécifie uniquement un seul opérande. Le deuxième opérande est implicitement l'accumulateur. Alors, nous avons deux possibilités, soit l'opérande est sur 8 bits, soit l'opérande est sur 16 bits. Si l'opérande est sur 8 bits, on peut écrire par exemple mul BL. Cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire systématiquement le contenu de AL
multiplié par BL, le résultat va être transféré dans le registre AX. Donc là, on n'a pas un contrôle sur le premier opérand et la destination. Ces positions-là sont implicites. Donc, si l'on veut faire par exemple la multiplication entre une valeur particulière par BL, cette valeur-là doit être transférée au préalable dans le registre AL. Si l'opérand est sur 16 bits, par exemple mul CX par exemple, donc ici on va faire la multiplication entre AX et CX et le résultat va être sur 32 bits. Lorsque c'est un opérand sur 8 bits, le résultat est sur 16 bits. Lorsque l'opérand est sur 16 bits, le résultat va être sur 32 bits et le résultat va être écrit dans la paire de registres qui est DX AX. AX va recevoir la partie basse et DX va recevoir la partie haute. De même pour l'instruction de division entière non signée, un opérand est implicite, il est contenu dans le registre AX ou bien dans la paire de registres DX AX. Donc si le deuxième opérand c'est un opérand sur 8 bits, on va écrire par exemple div BL. Donc ici le deuxième opérand est sur 8 bits. Donc la division qui va être opérée, c'est le contenu du registre AX qui va être divisé par BL. Là, c'est une division entière. AL va recevoir le quotient et AH va recevoir le reste. Là, c'est le cas où nous avons un opérand sur 8 bits. Dans le cas où l'opérand est sur 16 bits, par exemple ici div bx, il va y avoir division entre la valeur de 32 bits qui est formée par la paire dx ax divisé par bx. Là, les quotients et le reste vont être sur 16 bits. AX va recevoir le quotient et DX va recevoir le reste. Il existe aussi quelques autres instructions arithmétiques, par exemple ADC, qui permet de faire l'addition entre la source, la destination et le bit C. Donc c'est une instruction qui inclut l'addition du bit C qui est le flag carry. Aussi SBB qui est la soustraction avec la retenue. Donc il y a la destination moins la source moins la valeur du bit C. Il y a l'incrémentation. L'instruction d'incrémentation permet d'ajouter 1, disons, au registre à incrémenter. Par exemple, incrémenter AX. Donc AX va recevoir la valeur qui était dans AX plus 1. Et en sens inverse, il y a décrémentation. Donc elle permet de décrémenter d'une unité. Par exemple, bx va recevoir bx moins 1. Il y a également les instructions imul et idiv qui sont les instructions de multiplication et de division entière, mais cette fois-ci signées. Dans les instructions logiques, nous avons les opérations logiques bit à bit et les instructions de décalage et rotation. Les instructions logiques ou bien les opérations logiques bit à bit sont les opérations et, ou,
ou exclusif, complément à 1 et complément à 2. Et s'écrit AND, opérande 1, opérande 2. Donc ici, l'opérande 1 va recevoir le et logique entre les bits de l'opérande 1 et les bits de l'opérande 2. Par exemple, si l'on suppose AND AL BL, dans cet exemple, nous avons AL égale à 0, 0, 1, 1, 0, etc., etc. Donc, le et logique entre les deux, il suffit tout simplement de faire le et entre les différents bits des deux registres. Donc, AND le résultat de AND AL BL égale donc 1 et 1, 1, 1 et 1, 1, 1 et 1, 1 et 0 plutôt 0, 0 et 0, 0, 1 et 1, 1, 1 et 0 et 0. Donc ici, l'opération et logique va générer ce résultat. Donc c'est très simple. C'est la même chose pour les opérations ou logique. Elle s'écrit OR, OR opérande 1, opérande 2, XOR pour le ou exclusif, NOT pour le complément à 1, pour le complément à 1 et NEG pour le complément à 2. Par exemple, si l'on veut faire le complément à 1 du contenu du registre AL, suffit tout simplement d'écrire NOT AL. Donc là, ça va opérer la fonction complément à 1. NEG BL va faire le complément A2 du registre ou bien des bits du registre BL. Donc pour ce qui est des instructions de décalage et de rotation, nous avons SHR qui est l'instruction de décalage logique à droite. Alors le décalage logique à droite permet tout simplement de déplacer les bits d'une position à droite. Le dernier qui était tout à fait à droite va passer dans le flag C et un 0 va être introduit sur le MSB. Donc c'est ce qu'on appelle un décalage logique à droite. Donc SHR opérande virgule N, où N est le nombre de décalages. Donc on peut faire par exemple 1 ou 2 ou plusieurs fois le décalage. Il y a aussi de la même manière le décalage à gauche. Donc les bits sont déplacés d'une position vers la gauche. Le dernier bit qui était tout à fait à gauche, donc le MSB, va être transféré dans le flag C et on va introduire un 0 sur le LSB. Il y a aussi les opérations de décalage arithmétique. Les instructions de décalage arithmétique sont SAR. Donc il y a SAR pour décalage arithmétique à droite et SAL pour décalage arithmétique vers la gauche. Ce qu'il y a de particulier pour le décalage arithmétique vers la droite, c'est que c'est le même principe que pour le décalage logique, mais cette fois-ci, au lieu d'introduire un 0 sur le MSB, le bit signe qui est au niveau du MSB est préservé. Par exemple, si on avait un 1, on ne va pas introduire un 0 sur le MSB, mais le 1, il va être préservé. Donc, le bit signe est réécrit sur la dernière position. Et de la même manière, le bit tout à fait à droite va passer dans le bit ou bien dans le flag C.
Pour ce qui est du décalage arithmétique vers la gauche, il est identique au décalage logique à gauche. Donc, c'est les mêmes opérations. Ensuite, il y a les opérations de rotation. Donc, les opérations de rotation, donc par rapport au décalage. Dans le décalage, on est obligé soit d'introduire un 0 ou bien de préserver le bit signe. Mais tout simplement, sur les rotations, le dernier bit à sortir qui va, par exemple, sur la rotation à droite, le dernier bit qui est à droite va passer en même temps sur le flag carry et en même temps, il va être réintroduit sur le MSB pour effectuer une rotation. Donc là, c'est la rotation à droite. On peut également faire la rotation à gauche. Donc le dernier bit qui était tout à fait à gauche va passer dans le flag C et va être réinscrit dans le LSB. En dernier, il y a les rotations à droite et rotations à gauche avec passage par le carry. Donc ici, le flag carry est inclus dans la rotation. Donc il y a disons, une légère différence. C'est que la valeur initiale, on suppose qu'il y avait une valeur initiale. En faisant la rotation avec passage par le carry, la dernière valeur qui était sur, par exemple, quand il s'agit d'une rotation à droite, la dernière valeur qui était tout à fait à droite va passer dans le flag carry. Le contenu du flag va être réinscrit au niveau du MSB de l'opérante. Et de la même manière pour ce qui est de la rotation à gauche avec passage par le carry. Dans les instructions de branchement, dites également instruction de saut ou bien instruction de rupture de séquence, nous avons l'instruction de saut inconditionnel, les instructions de saut conditionnel et l'instruction d'appel de sous-programme. L'instruction de saut inconditionnel, jump, s'écrit jump label, label ou bien étiquette. Une étiquette, c'est un identificateur qui permet de pointer ou de référencer une instruction. Une instruction jump met en œuvre un adressage relatif. Nous avons dit dans le cours précédent que dans un adressage relatif, une adresse d'une instruction est calculée en fonction du contenu du registre pointeur d'instruction. Une constante positive ou bien négative est ajoutée au contenu du registre IP. Pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'adressage relatif et de l'instruction jump, nous allons voir avec un petit exemple. Donc là, les instructions sont quelconques. Le but est uniquement de voir comment fonctionne l'instruction jump. Donc nous avons un programme en assembleur, label 1, 2 points, 1 incrémenté à x. Donc ici, c'est la manière avec laquelle on ajoute un label ou bien une étiquette à une instruction. Donc on met label 1 ou bien le nom de l'identificateur de l'étiquette. Ensuite 2 points. Ensuite l'instruction. Nous avons les instructions incrémentées à x, décrémentées bx, jump label 1, move dx 0,1. Ici, jump label 1, donc c'est l'instruction de saut inconditionnel qui va ramener l'exécution du programme de la position où était le pointeur d'instruction vers l'instruction incrémentée à x. Nous avons ici la conversion ou bien l'équivalent du programme assembleur en code hexadécimaux, 40 pour l'instruction d'incrémentation, 4B pour la décrémentation. Jump label tient sur
deux octets. Donc les octets 102 et 103. Nous avons ici les adresses des instructions. En considérant que la première instruction se trouve à l'adresse 100, la deuxième sera à l'adresse 101, la troisième à 102, la quatrième à 104. Pourquoi? Parce que l'instruction jump tient sur deux octets. Bien évidemment, l'instruction qui vient après move va être à l'adresse 107. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est jump label, ou l'équivalent en hexadécimal en code de cette instruction. Alors ici, nous voyons que le code de jump label tient sur deux octets. Le premier, EB, c'est le code de l'opération de saut. Et FC, c'est justement la valeur que nous devons rajouter au contenu de IP afin qu'il passe de l'endroit où il est vers l'exécution de la première instruction, ou bien l'instruction pointée par le label 1. Alors, au moment où le processeur est en train d'exécuter l'instruction jump, nous savons que par définition, le pointeur d'instruction IP, il contient l'adresse de la prochaine instruction. Donc, il contient l'adresse de l'instruction move. Il contient donc la valeur 104. L'instruction jump doit le ramener à la valeur 100. Donc, de 104 à 100, il faut retrancher 4 ou bien additionner la valeur moins 4. D'où la valeur FC. FC, c'est une valeur signée en complément à 2. Si l'on convertit cette valeur de l'hexadécimal ou bien du binaire vers le décimal, on va trouver la valeur moins 4, puisque c'est une donnée signée, représentée selon la méthode du complément à 2. Dans les instructions de saut conditionnel, c'est également un adressage relatif qui est mis en œuvre. Seulement, dans ces instructions, les sauts ne sont effectués que si une condition est vérifiée. Les conditions sont les valeurs contenues dans certains flags du registre d'état. On avait mentionné dans un cours précédent que le registre d'état contient des flags ou bien des drapeaux et il permet de déterminer l'état du processeur après l'exécution d'une instruction. Alors, les drapeaux qui vont être testés par les instructions de saut conditionnelles sont les drapeaux Z, C, S, O et P. Donc Z pour 0, C pour la retenue, S pour le signe, O pour le dépassement de capacité et P pour la parité. Donc en fonction de tous ces flags-là, nous avons les instructions qui vont tester si le drapeau est à 1 ou bien à 0. Par exemple, nous avons les 4 premières instructions vont tester le bit Z. Donc JZ, JNZ, JE et JNE. JZ, c'est un saut si le flag Z égale à 1. JNZ, c'est une instruction de saut lorsque le flag Z égale à 0. JE et JNE, c'est pour jump if equal ou bien jump if not equal. On sait que pour tester deux valeurs si elles sont égales ou bien différentes, il suffit de faire la différence entre les deux.
si la différence est nulle, donc le bit Z égale à 1, alors les valeurs sont égales. Si la différence est différente de 0, le bit Z est égal à 0, alors on peut affirmer que les valeurs sont différentes. Ainsi de suite pour les instructions de saut conditionnel. Donc nous avons JC et JNC, jump if carry, et jump if no carry, C égale à 1 ou bien C égale à 0. Nous avons JS et JNS qui testent le bit signe ou bien testent si le résultat plutôt de l'instruction précédente a été négatif, oui ou non. Si S égale à 1, ça veut dire que le résultat a été négatif. Si S égale à 0, ça veut dire que le résultat était positif. JO et JNO vont tester si oui ou non il y a un dépassement de capacité. Et JP et JNP testent la parité du résultat. Par exemple, si nous avons une instruction d'addition, add AL, BL, en fonction du résultat qui va se trouver dans AL, les flags vont être positionnés automatiquement par le microprocesseur. Alors, l'utilisateur pourra effectuer des traitements en fonction de ces flags-là. Par exemple, si l'on veut effectuer un traitement quelconque si le résultat est négatif, on va mettre JS et étiquette de la même manière que pour l'instruction jump. Et on met étiquette, 2 points, et là on va mettre les instructions qui vont correspondre au traitement lorsque le résultat de l'addition est négatif. Il existe également des instructions de saut conditionnelles. Ce sont des instructions qui sont souvent utilisées pour comparer des valeurs. Elles sont utilisées, ces instructions de saut sont utilisées après une instruction de comparaison qui s'écrit CMP, opérande 1 et opérande 2. Alors les tests de comparaison qui existent, ce sont les tests d'égalité, de différence, test supérieur et le test inférieur. Alors là, nous avons deux groupes d'instructions selon le cas où les nombres manipulés sont des nombres signés, ou bien les opérandes sont soit signées, soit non signées. Dans ces cas, nous avons des instructions différentes. Bien sûr, ça ne concerne pas les tests égalité et de différence. Pour les nombres signés ou les nombres non signés, nous avons les mêmes instructions, jump if equal ou bien jump if not equal. La différence se situe pour les tests supérieurs et inférieurs. Si l'on considère par exemple que nous avons dans le registre AL la valeur FF et dans le registre BL nous avons 3, donc comparer AL et BL, cette instruction va effectuer la soustraction entre AL et BL. La différence par rapport à l'instruction SAB, c'est que le résultat de l'instruction en quelque sorte, ou bien le résultat de la soustraction, ne va pas passer dans AL. Cette instruction, ou bien cette soustraction, n'est effectuée uniquement que pour positionner les flags. Donc comparer AL, BL,
va positionner les drapeaux du registre d'état. Alors en fonction du fait que l'on considère AL et BL sont des valeurs signées ou non signées, on va utiliser soit les instructions d'un groupe ou bien de l'autre. Parce que dans ce cas, par exemple, le cas où AL égale à FF et BL égale à 0,3, si l'on considère que ce sont des nombres non signés, FF est supérieur à 0,3. FF correspond à la valeur décimale 255. Par contre, si l'on considère que AL et BL ce sont des nombres signés, dans ce cas, AL est l'équivalent de moins 1, donc il est inférieur à BL qui est égal à 3. Donc là, nous avons les instructions pour supérieur JG ou bien jump if great pour les nombres signés et JA pour jump if above pour les nombres non signés. Pour le test inférieur, nous avons jump if less pour les nombres signés et jump if below pour les nombres non signés. L'instruction d'appel de sous-programme est l'instruction call. Elle s'écrit call label. Ici, label, c'est une étiquette qui pointe vers la première instruction de la fonction. Ça va être considéré comme le nom de la fonction. Les fonctions sont utilisées pour éviter qu'un groupe d'instructions soit répété plusieurs fois dans un programme. Nous allons voir un exemple. Alors, dans cet exemple, si l'on considère que les trois instructions de la fonction doivent être répétées plusieurs fois dans le programme principal, alors il vaut mieux les faire sous forme de, ou bien les écrire sous forme d'une fonction. Ici, c'est ce qu'on appelle la déclaration de la fonction. C'est également la même chose que pour les langages de programmation de haut niveau. Alors, init, il permet d'identifier la première instruction. Ça va être considéré comme le nom de la fonction. La fonction doit se terminer nécessairement par l'instruction read. Et là, nous avons le programme principal. C'est juste des instructions en exemple, c'est tout. Donc, lors de l'appel de la fonction, il est effectué à ce niveau-là, donc par l'instruction call. L'exécution de la fonction doit se faire de la manière suivante. Donc, une fois le microprocesseur atteigne l'instruction call init, dans un premier temps, il doit sauvegarder ce qu'on appelle l'adresse de retour, qui est l'adresse de l'instruction suivante, qui est le contenu de IP. Lorsque le microprocesseur va exécuter call, le registre IP contient l'adresse de l'instruction suivante. Donc cette adresse-là doit être sauvegardée comme adresse de retour. À partir de là, le contenu du registre IP va être modifié et il va contenir l'adresse de la première instruction de la fonction. À partir de ce moment-là, va commencer l'exécution de la fonction. Donc le processeur va exécuter une à une les instructions de la fonction jusqu'à ce qu'il atteigne l'instruction read. L'instruction read va lui dire en quelque sorte que la fonction est terminée. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va restituer la valeur du registre IP qu'il avait sauvegardé auparavant. Il va restituer l'adresse de retour et ainsi il va pouvoir reprendre l'exécution du programme principal.
Le microprocesseur 8086 dispose d'une instruction qui permet de faciliter l'utilisation des boucles. Cette instruction, c'est l'instruction loop. Elle utilise pour cela le registre compteur qui est le registre CX. Alors, un groupe d'instructions qui va être le corps de la boucle va être répété tant que la valeur de CX n'est pas égale à 0. À chaque fois qu'une itération est exécutée, CX est décrémenté. Nous allons voir un petit exemple tout de suite. Alors là, nous avons un petit exemple qui permet de montrer la manière avec laquelle l'utilisation de loop simplifie l'implémentation des boucles. On suppose qu'on a un programme avec les instructions suivantes. Ce qu'il y a de particulier, c'est que on doit initialiser la valeur du registre CL ou bien CX en fonction du nombre d'itérations. On doit initialiser le registre CL par le nombre d'itérations, donc le nombre de répétitions de la boucle. Là, les trois instructions ici, ce sont les instructions qui forment le corps de la boucle. Ces instructions-là, ces trois instructions doivent être répétées 10 fois. Alors, comment ceci est effectué? Donc, dans un premier temps, CL va contenir 10. Ensuite, va commencer la première itération. Donc, add AL, BL, incrémenter AL et incrémenter BL. Au moment de l'exécution de l'instruction loop, qu'est-ce qui va se passer? CL est décrémenté de 1. Ensuite, il est comparé par rapport à 0. Si son contenu, donc le contenu de CL, est égal à 0, la boucle est terminée. Dans le cas contraire, si le contenu de CL est différent de 0, il va retourner à l'étiquette de la boucle. Donc ici l'étiquette boucle. Comme ça, dans un premier temps, CL égale à 10. Il va effectuer une première itération. Loop va mettre CL à 9. Il va retrancher 1. Il va être comparé, CL va être comparé à 0. Il est différent de 0. Donc, on va reprendre la boucle une seconde fois. Donc, ça va être répété 10 fois jusqu'à ce que CL atteigne 0. Lorsque CL devient égal à 0, il ne va plus y avoir de répétition. Le programme va poursuivre sur la prochaine instruction. En dernier point de ce cours, nous allons voir les interruptions. Le 8086 utilise des codes ou bien des numéros d'interruption sur 8 bits, ce qui fait qu'il va pouvoir gérer jusqu'à 256 interruptions. Ces interruptions-là ne sont pas uniquement les interruptions dites matérielles, qui sont issues des lignes physiques INTR et NMI, mais le principe de gestion des interruptions est repris pour gérer deux autres types d'interruptions qui sont les exceptions et les interruptions logicielles. Les exceptions sont des interruptions générées par le microprocesseur en cas d'avènement d'erreur qu'il ne peut pas gérer. Par exemple, un dépassement de capacité, overflow, une division par 0, ou bien un accès à une zone protégée de la mémoire. Ou bien dans le cas de l'exécution pas à pas d'un programme. Il y a aussi les interruptions dites logicielles. Ce sont les interruptions de l'instruction int n. N, ça va être un nombre qui va
être variable en fonction du numéro de l'interruption. Toutes ces interruptions, ce sont un ensemble de fonctions élémentaires de gestion du clavier, de la souris, de l'affichage sur l'écran, de la communication sur les ports d'entrée-sortie, ainsi de suite. Le 8086 utilise des interruptions vectorisées. Donc, il dispose d'une table des vecteurs d'interruption située à l'adresse physique 0 de la mémoire centrale. Chaque vecteur d'interruption est constitué par 4 octets qui représentent une adresse logique du type CS et IP. Donc une adresse logique qui contient l'adresse du segment et le déplacement IP dans le segment. Ces adresses-là, ce sont les adresses des routines de service d'interruption. L'adresse dans la table du vecteur d'interruption est donc 0 plus 4 fois le nombre ou bien le numéro de l'interruption. Par exemple, l'interruption 20 doit se trouver à l'adresse 80 hexadécimale. Comment on trouve ça? Donc il suffit d'ajouter 4 fois 20 à 0, qui est le début de la table des vecteurs d'interruption. Avant de terminer le cours, nous allons voir quelques exemples de programmation en assembleur. Donc, nous allons voir 3 exercices. Le premier consiste à écrire un programme qui permet d'additionner 2 variables, 2 cases mémoire et de sauvegarder le résultat dans une 3e variable. Dans cet exemple, il faut retenir que les variables sont considérées comme des cases mémoire dont l'adresse est donnée par un offset. Bien évidemment, ce déplacement ou bien cet offset est automatiquement dans le segment des données ou bien éventuellement dans le segment des données supplémentaires. Alors, ici, donc, le programme va être très simple. Move AL entre crochets 100. Donc, c'est une instruction qui permet de ramener la valeur de la première variable que l'on suppose située à l'adresse 100. Elle va la mettre sur le registre AL. La même chose pour la deuxième variable. Add AL, BL va effectuer l'addition. Et ensuite, move 300,AL va sauvegarder le résultat dans la 3e variable qui a pour adresse 300. Donc, dans un premier temps, on considère que les variables dans l'assembleur, ce sont uniquement des cases mémoire avec des adresses. Ceci quand il s'agit bien sûr de variables sur 8 bits. Si les variables sont sur 16 bits, il suffit tout simplement d'utiliser AX et BX au lieu de AL et BL. Et ça va être le même principe, à part que l'instruction move AX, 100 va ramener le contenu de 2 cases mémoire qui sont la case mémoire 100 et la case mémoire 101. Le contenu de la case mémoire 100 va être placé dans AL. Le contenu de la case mémoire 101 va être placé dans le registre AH. De la même manière pour l'instruction MOVE-BX 200. Donc elle va ramener 2 contenus de 2 cases mémoire qui sont 200 et 201 dans les registres BL et BH. Ensuite, l'addition est effectuée
et la sauvegarde du résultat sur 2 octets également, qui sont les octets 300 et 301. Dans le deuxième exemple, nous allons voir comment utiliser les instructions de saut. Alors, l'exercice nous demande d'écrire un programme qui permet de soustraire le contenu de 2 variables et d'écrire dans une troisième la valeur 0 ou bien 1 ou bien 2 en fonction du résultat, s'il est positif, nul ou bien négatif. On suppose que les 2 variables d'entrée, ce sont les variables contenues des cases mémoire 100 et 200, et le résultat va être écrit sur la case mémoire ou bien la variable d'adresse 300. Dans un premier temps, les 2 adresses, plutôt les 2 instructions move AL100 et move BL200 vont permettre de ramener les variables sur les registres AL et BL. Ensuite, nous effectuons la soustraction par l'instruction SAB AL BL. Si le résultat est nul, ceci est testé par l'instruction JZ, il va y avoir un saut sur l'étiquette nul, donc ici. Et là, nous devons écrire move 300 0. Donc le cas où le résultat est nul, nous écrivons 0 sur la variable 300. Si le résultat de la soustraction n'est pas nul, donc on va devoir vérifier s'il est positif ou bien négatif. Donc nous utilisons JS, l'équivalent du test si le flag S égale à 1, c'est l'équivalent d'une valeur négative, donc JS néga. Donc il va, dans le cas où le résultat de la soustraction est négatif, il va se brancher, dans ce cas-ci, sur l'instruction ayant pour étiquette néga. Donc il va exécuter cette instruction qui va mettre 2 dans la case mémoire 300. Si le résultat n'est pas nul et n'est pas négatif, donc nécessairement il est positif. Donc ici, on n'a pas besoin de faire un test, on effectue directement le transfert de la valeur 1 sur la case mémoire 300 pour dire que le résultat a été positif. Juste après, nous devons nécessairement utiliser jump fin, qui est une instruction de saut inconditionnelle qui va terminer l'exécution du programme. Sans cela, par exemple, si le résultat de la soustraction est positif, il ne va pas exécuter nul, il ne va pas exécuter néga, il va exécuter move 300,1. C'est le cas où le résultat est positif. Si on n'avait pas mis cette instruction jump, il va automatiquement continuer par l'exécution de move 300,0, ainsi de suite. Parce que un microprocesseur exécute de manière séquentielle les instructions d'un programme. Alors, pour éviter qu'il y ait une falsification en quelque sorte du résultat, il faut utiliser un jump inconditionnel vers la fin du programme. Cette même idée est utilisée également dans le cas où le résultat est nul. Donc ici, si le résultat est nul, on met 0 dans la case mémoire 300 et on doit effectuer un saut inconditionnel vers la fin du programme. Le dernier exemple va nous permettre de voir comment utiliser des structures complexes de données,
comme par exemple les vecteurs. Et comment utiliser les modes d'adressage. Nous aurons l'occasion dans la série de travaux dirigés de voir de plus en plus d'exemples. Alors l'exercice nous demande d'écrire un programme qui permet d'additionner deux vecteurs de 100 éléments sur 16 bits et de sauvegarder le résultat dans un troisième vecteur. On suppose que le premier vecteur se trouve en mémoire à partir de l'adresse 100, puisque ce sont des éléments sur 16 bits, alors les deux cases mémoire 100 et 101 vont constituer le premier élément du premier vecteur. Les deux suivants, le deuxième, ainsi de suite, jusqu'au centième élément du premier vecteur. Le deuxième vecteur se trouve à partir de l'adresse 200. Et ici également, nous allons avoir deux cases mémoire pour chaque élément du vecteur. Et la même chose pour le résultat qui doit se trouver dans un vecteur à l'adresse 300. Donc le programme que nous devons écrire doit faire l'addition entre les deux vecteurs. Le résultat doit être sauvegardé sur le troisième. Donc pour cela, il faut faire la somme de tous les éléments à partir du premier, additionner le premier élément avec le premier élément et sauvegarder le résultat sur le troisième vecteur. Et faire la même chose pour les 100 éléments des deux vecteurs. Alors, nécessairement ici, nous devons utiliser une boucle. La boucle est contrôlée par le registre CX. Alors, nous devons écrire le nombre d'itérations dans le registre CX. Nous devons aussi initialiser SI à 0 parce que nous allons utiliser un adressage indexé avec déplacement. Et là, on va pouvoir écrire la boucle qui permet de faire l'addition et la sauvegarde des résultats. La première instruction va ramener le contenu du premier élément du premier vecteur, puisque SI égale à 0. Move AX 100 plus 0. Donc, va permettre de ramener le contenu des deux cases mémoire 100 et 101 et va la placer dans le registre AX. La deuxième instruction va placer dans le registre BX le contenu du premier élément du deuxième vecteur, 200 plus SI, SI étant égal à 0. Donc, nous allons avoir dans BX le premier élément du deuxième vecteur. La troisième instruction va faire l'addition entre AX et BX. Le résultat va se trouver dans le registre AX. Ce résultat va être transféré sur le vecteur ou bien sur le premier élément du vecteur résultat à l'adresse 300 et 301. Toujours parce que SI il est égal à 0. Ensuite, pour reprendre l'itération suivante de la boucle, il faut dans un premier temps incrémenter SI. Là, il faut incrémenter SI de 2 positions afin qu'il pointe les deux éléments ou bien les deux cases mémoire suivantes. Les deux premières cases mémoire constituent le premier élément. Les deux autres vont constituer l'élément suivant. Donc ici, à partir de l'adresse 102. Et là, à partir de l'adresse 202. Et là, le résultat sur l'adresse 302. Donc à chaque fois, à chaque itération, SI doit être incrémenté de 2 parce que nous avons affaire à des éléments sur 16 bits. Alors,
Donc SI va prendre la valeur 2 et on va faire loop B1. Loop B1 va décrémenter CX. CX va prendre la valeur 99. C'est différent de 0. Donc on va reprendre à partir de la première instruction de la boucle. Donc là, on va exécuter une autre itération de la boucle, mais cette fois-ci avec SI qui est égal à 2 au lieu de 0. Donc elle va manipuler les deuxièmes éléments des 3 vecteurs. Donc elle va additionner le deuxième élément du premier vecteur avec le deuxième élément du deuxième vecteur et le résultat va être sauvegardé sur le deuxième élément du troisième vecteur. On va continuer de la même manière jusqu'à ce que Cx atteigne la valeur 0 et là, loop va être terminé et le programme va s'arrêter.